Abonez vous, Elochain. RVE's Dorer. Et laisse unlike Aidas la chain, said Evalopper. Ombre de l'abîme. C'était l'hiver 1931 lorsque nous avons embarqué dans l'expédition française vers la région polaire du Sud. Un projet scientifique parrainé par l'Académie des sciences de Paris. Dirigé par l'expérimenté géologue Dr Charles Dufresne, notre groupe d'experts, composé de biologistes, d'archéologues et d'ingénieurs, partait avec pour objectif d'explorer le désert gelé de l'Antarctique, à la recherche d'échantillons géologiques pouvant révéler des secrets sur la formation de la planète. Moi, François Lambert, j'étais responsable de la documentation de la mission. L'invitation à accompagner une expédition de cette envergure était irrésistible, même si des rumeurs circulaient sur des expéditions précédentes ayant abouti à des échecs et des tragédies. L'immensité blanche et glacée, dépourvue de toute forme de vie visible, exerçait un fascinant sinistre sur notre équipe. Les nuits insondables et les vents cruels intensifiaient seulement notre sentiment d'isolement. En débarquant sur le continent, la première chose qui nous frappa fut le silence. Un vide total, sans aucun bruit naturel. Ni le chant d'un oiseau, ni le moindre soupir de vie. Ce silence absolu semblait engloutir nos paroles, qui résonnaient comme des intrus dans un royaume où l'homme n'aurait jamais dû mettre les pieds. Les champs de glace s'étendaient à perte de vue, dissimulant toute trace de temps ou d'histoire. Notre campement fut établi près d'une chaîne de montagnes inconnues, avec des sommets déchirant le ciel gris tels des doigts d'une créature endormie. Dès le début, quelque chose d'inquiétant imprégnait l'air, mais les scientifiques étaient obsédés par leur découverte. Charles Dufresne, en particulier, semblait de plus en plus excité, son enthousiasme ne faisant que croître lorsque ses sondes géologiques indiquaient des anomalies inhabituelles sous la surface glaciaire. Quelque chose, disait-il, était enfoui sous les couches de glace depuis des millions d'années, attendant d'être découvert. Chaque jour, l'interaction entre les membres de l'équipe devenait plus tendue. De petits malentendus et irritations surgissaient, comme si l'environnement autour de nous influençait. Gaston, un jeune ingénieur, discutait souvent avec Antoine, l'archéologue, sur la meilleure approche pour les fouilles. Paul, le biologiste, se tenait à l'écart de ces disputes, mais ne pouvait cacher sa préoccupation grandissante. Même lors des moments de loisirs, lorsque nous nous réunissions pour discuter de nos découvertes ou simplement tenter de nous détendre, il y avait un sentiment d'inquiétude que nous ne pouvions expliquer. Les jours s'étiraient à l'infini sous le faible et lointain soleil. Lorsque les fouilles commencèrent enfin à révéler des formations rocheuses bizarres et des fossiles de créatures jusqu'alors inconnues, nous savions que nous étions face à quelque chose d'extraordinaire. Des structures aux motifs étranges, géométriques, qui ne semblaient correspondre à aucune formation naturelle. C'était une découverte monumentale, mais en même temps profondément déconcertante. Les formes que nous trouvions étaient angulaires, trop précises pour être l'œuvre du hasard. Quelque chose en elles évoquait un sens du but, comme si elles avaient été façonnées par une intelligence défiant notre compréhension. Antoine, l'archéologue, spéculait que ces structures pouvaient être les vestiges d'une civilisation perdue, peut-être antérieure à l'humanité. Ses yeux brillaient d'excitation. Mais derrière cet enthousiasme, je voyais la peur. Charles, cependant, refusait de croire en quoi que ce soit qui ne puisse être expliqué par des méthodes scientifiques. Pour lui, la glace de l'Antarctique était une capsule temporelle cachant des secrets de la formation géologique de la Terre, et tout le reste n'était que pure spéculation. Mais à mesure que nous avancions, même lui semblait affecté par l'étrangeté de la situation. Ses mains, jadis fermes et précises, tremblaient légèrement en manipulant les instruments, et il passait de plus en plus de temps isolé dans sa tente, examinant les échantillons avec une ardeur presque maniaque. Un matin, lorsque nous avons enfin atteint une cavité plus grande, nous avons ouvert un trou profond dans la glace. À l'intérieur, nous avons trouvé ce qui semblait être une entrée. C'était une immense structure, comme une caverne artificielle sculptée avec des motifs complexes et géométriques qui ne ressemblaient à rien que nous connaissions.
L'atmosphère à l'intérieur de ce tunnel glacé était suffocante, même avec le froid extrême. La lumière de nos lampes vacillait sur les murs, révélant des dessins intriqués, presque impossibles à décrire. Alors que nous descendions, je sentis quelque chose d'étrange m'envahir, comme si une présence invisible nous observait. Personne ne commentait, mais tous semblaient ressentir la même chose. L'air lui-même semblait vibrer d'une énergie ancienne, endormie. Lorsque Paul suggéra que nous arrêtions, prétendant que nos corps n'étaient pas habitués à la pression et au froid, Charles ignora la demande, insistant sur le fait que nous étions au bord d'une découverte sans précédent. Le silence entre nous était presque insupportable, comme si le moindre son pouvait réveiller quelque chose au fond de ces cavernes. À chaque pas que nous faisions, l'obscurité autour de nous semblait se resserrer, nous comprimant dans un tunnel de mystère et d'incertitude. Les murs de la caverne révélaient des détails perturbants que nos esprits, déjà ébranlés par l'immensité de la glace et du silence, avaient du mal à traiter. Des motifs géométriques étranges, semblables à ceux que nous avions trouvés à la surface, devenaient plus nets, mais maintenant accompagnés d'images sculptées de créatures défiant la compréhension. Ces figures ressemblaient à des visions déformées de formes de vie, des êtres avec des corps segmentés, semblables à des étoiles, avec de multiples appendices étirés en forme défiant toute notion biologique connue. La proportion des sculptures laissait clairement entendre que ces créatures, si elles avaient jamais existé, étaient gigantesques. Antoine s'arrêta un moment, examinant l'une des gravures avec des yeux écarquillés, son expression de fascination mêlée à une inquiétude croissante. « Cela ne peut pas être humain », murmura-t-il sans détourner le regard de la sculpture. « Une chose pareille ne devrait pas exister. » Le silence qui suivit ces mots fut comme un coup invisible. Nous savions tous qu'il avait raison. Il y avait une logique dans les formes, mais cette logique était étrangère, profondément erronée dans notre perception du monde naturel. Paul, toujours le plus sceptique, hocha la tête, mais ne dit rien. Peut-être commençait-il à comprendre ce que nous craignions tous, que ce que nous avions trouvé n'était pas seulement une anomalie géologique ou paléontologique, mais quelque chose de bien plus ancien et terrifiant. Nous continuions d'avancer, et la tension sur nos épaules augmentait, comme si le poids de la glace au-dessus de nous comprimait nos âmes. La lumière des lampes peinait à percer l'obscurité dense qui nous enveloppait. Les sons de nos pas étaient étouffés par la glace, créant un écho lointain semblant provenir d'une autre époque, d'une autre réalité. Charles, à l'avant, restait obstinément silencieux, guidé par un zèle qui commençait à paraître irrationnel. Enfin, nous atteignîmes une chambre plus grande, une sorte de vaste salle sculptée dans le cœur de la montagne. Au centre, quelque chose de colossal se détachait dans la glace, partiellement enveloppé par des couches transparentes qui scintillaient sous la lumière des lampes. Une structure massive, aux contours tordus et irréguliers, comme si la nature elle-même avait refusé de la façonner. Il y avait quelque chose d'indescriptible dans son apparence. Ce n'était ni roche, ni métal, ni glace pure. C'était une forme de matière que nul d'entre nous ne parvenait à identifier. Antoine s'approcha, poussé par une curiosité qui semblait être un appel irrésistible. « Je n'ai jamais rien vu de tel », murmura-t-il, glissant sa main gantée sur la surface irrégulière. Pendant un instant, l'air autour de nous sembla vibrer. C'était comme si un bourdonnement imperceptible avait surgi de nulle part, résonnant dans nos esprits. Mes poils se hérissèrent et un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Ce n'était pas le froid ordinaire de l'Antarctique. C'était quelque chose de bien plus profond, un pressentiment que nous franchissions des limites qui n'auraient jamais dû être dépassées. Charles, apparemment insensible à la terreur qui commençait à nous envahir, ordonna que nous examinions la structure de plus près. Gaston et moi montâmes l'équipement de perçage, nos mains tremblant, tant à cause du froid que de la peur croissante qui envahissait nos pensées. Alors que la glace cédait sous nos instruments, la forme à l'intérieur de la structure commençait à se révéler. « Attention !» s'écria Paul, sa voix aiguë trahissant une peur inattendue. Mais il était trop tard. Lorsque la dernière couche de glace fut enlevée, nous vîmes ce qui était prisonnier à l'intérieur. Un corps. Non, pas un corps humain.
Cette chose, gelée depuis des éons, était l'une des créatures représentées sur les gravures des murs. Une masse tordue de chair sombre, avec des extrémités se ramifiant de manière irrégulière, formant 5 longs appendices s'étendant d'un torse central. Ces caractéristiques défiaient toute classification biologique. Les têtes, si nous pouvions les appeler ainsi, étaient arrondies, avec ce qui semblait être des yeux, mais sans vie, sans âme. Paul recula brusquement, se couvrant la bouche comme s'il allait vomir. « Cela n'est pas possible, balbutia-t-il, sa voix tremblante et incrédule. Cela ne peut pas être réel. » Charles, cependant, semblait hypnotisé par la vue de la créature. Il s'approcha, s'accroupissant pour étudier l'être congelé avec une intensité frôlant l'obsession. « Cela, c'est la plus grande découverte de l'humanité, dit-il presque en extase. Une forme de vie antérieure à toutes nos hypothèses, vivant avant la première cellule sur Terre. Mais il y avait autre chose, quelque chose que je ressentais profondément en moi. Cette créature, même gelée et inerte, semblait émettre une aura de pouvoir sombre et ancien. Quelque chose au fond de mon esprit hurlait qu'elle n'était pas réellement morte, juste en attente, latente, jusqu'à ce que les conditions appropriées la réveillent à nouveau. L'obscurité autour de la chambre semblait se refermer encore davantage, et un vent froid parcourut les couloirs de la caverne, murmurant des secrets anciens, des secrets que, rétrospectivement, j'aurais souhaité n'avoir jamais entendus. Le vent sifflant dans les profondeurs de la caverne semblait porter des murmures échappant à la compréhension humaine, comme s'ils étaient des fragments d'une langue perdue depuis des millénaires. L'écho de ces mots invisibles résonnait contre les murs, amplifiant le malaise et la sensation d'être observé par quelque chose bien au-delà de notre compréhension. Charles Dufresne restait penché sur l'être congelé, ses yeux rivés sur les détails grotesques de la créature. Pour lui, la vision de cette abomination était comme un triomphe. Son esprit scientifique voyait cela comme la confirmation de ses théories, selon lesquelles quelque chose d'immense et d'inimaginable avait habité la Terre à une époque si reculée que le concept même de temps perdait tout son sens. Cependant, pour nous, qui observions en silence, c'était seulement le début d'un cauchemar dont nous ne savions pas si nous pourrions nous réveiller. Paul, encore tremblant, murmura quelque chose à mes côtés. « Nous devons sortir d'ici. Maintenant. Quelque chose ne va pas. » J'étais d'accord, mais les mots échouèrent dans ma bouche. Une terreur primitive me maintenait paralysé comme si une force invisible empêchait toute action. C'était comme si l'air dans cette caverne était différent, imprégné d'une présence maléfique, comme si quelque chose attendait patiemment notre venue. Gaston, qui jusqu'alors était resté silencieux, fit un pas en avant. Il prit l'un des outils de perçage et, contre toutes nos attentes, s'approcha de la créature. « Que fais-tu » cria presque Antoine, l'incrédulité dans sa voix évidente. « Je dois voir » murmura Gaston, ses yeux fixés sur la créature. Avant que quiconque puisse l'arrêter, il posa la pointe de l'outil sur la glace autour de l'être congelé et commença à creuser. Chaque coup résonnait comme une sentence, résonnant dans la chambre et vibrant dans nos os. La tension était palpable, et mon cœur battait la chamade, comme s'il voulait sauter hors de ma poitrine. C'est alors que nous entendîmes un son subtil, presque imperceptible au début, mais qui se transforma rapidement en quelque chose de plus défini. Un chuintement, un murmure semblant provenir des profondeurs de la terre. Tous s'arrêtèrent. Gaston recula, son outil encore dans les mains, mais ses yeux maintenant pleins d'horreur. « Entends-tu cela » demanda-t-il, sa voix basse et rauque. Le son grandissait, comme un soupir venant des profondeurs. Ce n'était pas naturel, ce n'était pas quelque chose que nous pouvions expliquer. C'était comme si la montagne elle-même parlait, répondant à notre intrusion. La glace sous nos pieds semblait vibrer, et je sentis un picotement remonter le long de mes jambes, comme si le sol était sur le point de céder. C'est alors que Charles, dans son obstination, décida d'aller plus loin. Il ordonna que nous retirions davantage de glace autour de la créature, indifférent au danger imminent que nous ressentions tous. Ses yeux, autrefois analytiques, brillaient maintenant d'une obsession fiévreuse. Il n'écoutait plus nos avertissements. Quelque chose en lui avait changé, comme si le simple contact avec cette créature modelait son esprit de manière irréversible. Peu à peu, à mesure que la glace était enlevée,
davantage de la créature se dévoilait. Son corps possédait une texture qui défiait toute description, à la fois organique et alien, comme s'il était fait d'un matériau qui n'avait jamais existé dans notre monde. Chacun d'entre nous, aussi terrifiés que nous l'étions, ne pouvait détacher son regard, captivé par une fascination morbide et inexplicable. C'est Paul qui le remarqua en premier, un des appendices de la créature, qui jusque-là semblait immobile, pétrifié par la glace éternelle, était maintenant légèrement incliné sur le côté. Il cria de terreur, pointant du doigt le changement presque imperceptible, mais Charles ignora l'avertissement. « C'est impossible », murmura Paul reculant. « Elle ne peut pas être vivante. » Mais Charles, avec un sourire froid, secoua simplement la tête. « La glace préserve, dit-il d'une voix étrangement calme. Qui c'est ce qui dort ici, attendant le moment propice pour se réveiller ?» Ces mots, prononcés avec une confiance presque insensée, firent geler mon corps encore plus que l'environnement qui nous entourait. Nous creusions sur un sol interdit, manipulant des forces que nous ne comprenions pas. Et pourtant, nous ne pouvions pas nous arrêter. C'était comme si la montagne elle-même nous manipulait, nous attirant dans les profondeurs de ses secrets innommables. Soudain, le chuintement s'intensifia, se transformant en un son plus profond et guttural. Les lumières des lanternes commencèrent à faiblir, clignotant de manière erratique. L'air autour de nous semblait vibrer d'une énergie invisible, comme si l'espace se déformait. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Antoine, sa voix pleine de panique. Personne ne savait répondre. Le sol commença à trembler, doucement au début, mais rapidement se transforma en une vibration constante, comme si quelque chose de gigantesque se mouvait sous nos pieds. Le bruit était désormais assourdissant, un rugissement d'un autre monde, et la panique envahit tous. « Nous devons sortir d'ici !» criai-je, mais ma voix fut engloutie par le rugissement résonnant dans les parois de la caverne. Charles, cependant, resta immobile, fixant la créature. Ses yeux étaient vides, comme s'il avait perdu toute connexion avec la réalité. Le sourire sur son visage était perturbant. « Nous sommes sur le point de découvrir, dit-il. » Mais sa voix se perdit lorsque le sol céda finalement sous nous. Nous tombâmes dans une chute brutale et violente, engloutis par une obscurité profonde qui semblait sans fin. La glace et les pierres tourbillonnaient autour de nous, et le bruit de l'effondrement résonnait comme un tonnerre lointain. Mon corps était projeté d'un côté à l'autre, alors que j'essayais désespérément de me raccrocher à quelque chose. Mais le vide n'offrait aucune salvation. C'était comme être aspiré dans les entrailles de la terre elle-même, englouti par un abîme insondable. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez suivre les aventures qui vous attendent, n'oubliez pas de suivre notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer des récits engageants et passionnants. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos impressions sur l'histoire. Votre opinion fait toute la différence pour nous et nous motive à vous raconter encore plus d'histoires effrayantes et mystérieuses. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Lorsque nous atterrîmes enfin, l'impact me fit perdre le souffle. Le sol était dur, irrégulier, et la douleur irradiait dans tout mon corps. Mais j'étais encore en vie. La lumière de la lanterne, étonnamment, brillait encore faiblement dans mes mains, illuminant un peu de ce qui semblait maintenant être une chambre encore plus profonde dans les entrailles de la montagne. Je gémis en me relevant, sentant chaque muscle protester sous la douleur, et je commençais à chercher frénétiquement les autres. La chambre dans laquelle nous étions tombés était vaste, bien plus grande que tout ce que nous avions rencontré jusqu'à présent. Le plafond se perdait dans l'obscurité au-dessus, et les murs étaient couverts des mêmes marques géométriques. Mais ici, elles étaient plus élaborées, presque comme un motif rituel entourant toute la salle. Gaston était à mes côtés, immobile, son corps recouvert de poussière et de neige. Il était conscient, mais en état de choc, ses yeux vitreux fixés au plafond comme s'il tombait encore. « Gaston !» appelai-je, ma voix rauque et faible. « Tu vas bien ?» Il se tourna lentement vers moi, encore en train de digérer ce qui venait de se passer, et hocha la tête. Sans dire un mot, il se releva avec difficulté, et ensemble, nous commençâmes à chercher les autres. Nous trouvâmes Antoine, peu après. Il était étourdi, mais sans blessure grave.
Sa lanterne avait été brisée dans la chute, mais la sienne n'était pas la seule lumière qui planait sur nous. Une lumière pâle et faible venait d'une source au fond de la chambre. Lorsque nous nous tournâmes pour enquêter, nous vîmes ce que nous n'aurions pas dû voir. Paul se tenait là, devant quelque chose de colossal et d'incroyable. C'était un portail, ou quelque chose qui y ressemblait. Un arc gigantesque sculpté dans la roche, orné d'inscriptions qui dansaient et pulsaient d'une lumière verdâtre. Au centre de cet arc, quelque chose tourbillonnait. Un brouillard épais et brillant, comme un vortex qui tournait avec une énergie pulsante, presque vivante. Ce qui se trouvait au-delà de ce vortex était inimaginable. Des visions déformées et de paysages extraterrestres tremblaient au loin, comme si nous regardions une autre dimension. Des montagnes impossibles, des villes cyclopiques défiant les lois de la physique et des créatures gigantesques flottant dans les airs, des êtres aux formes qui semblaient défier toute raison humaine. Paul était en transe. Ses yeux étaient écarquillés, hypnotisés par ce qui se trouvait au-delà du portail. « C'est ça !» murmura-t-il, presque à bout de souffle, tout en avançant doucement vers cet abîme scintillant. « Paul, éloigne-toi !» criai-je en courant vers lui. Mais avant que je puisse l'atteindre, une main ferme agrippa mon épaule. C'était Charles. Ses yeux étaient différents, une lueur insensée pulsant dans ses pupilles. Son expression était celle d'une complète reddition à quelque chose que je ne comprenais pas encore. « Laisse-le faire !» dit-il d'une voix basse, chargée d'une étrange révérence. Il a vu la vérité. Nous sommes tous en train de voir. Quelle vérité ? rétorquai-je en essayant de me libérer de son emprise. Ce n'est pas de la science, Charles. C'est de la folie. Mais Charles ne fit que rire, un rire bas et dérangeant. Il regarda le vortex comme s'il admirait la plus grande œuvre d'art jamais créée. « Ne comprends-tu pas ?» dit-il d'un ton solennel. « Tout ce que nous avons trouvé, cette créature, ces inscriptions, elles nous ont conduits jusqu'ici. C'est le point de connexion. La porte entre notre monde et quelque chose de bien plus grand, bien plus ancien. Une civilisation supérieure, plus ancienne que tout ce que nous pouvons imaginer. » Alors qu'il parlait, Paul continuait à s'approcher du vortex. Son corps entier tremblait, mais ses pas étaient fermes. La pulsation de la lumière verdâtre semblait se synchroniser avec les battements de mon cœur, s'accélérant, battant plus fort, comme si elle nous appelait. Je pouvais sentir l'air autour de moi devenir dense, chargé d'une énergie qui n'appartenait pas à ce monde. C'est alors que Paul disparut. En un instant, il se tenait devant le portail, et dans l'instant suivant, il fut aspiré par le vortex avec une rapidité impossible à assimiler. Il n'y eut pas de cri, ni d'avertissement. Il était simplement parti, comme s'il avait été dévoré par cette énergie insensée et inexplicable. Le silence qui suivit était assourdissant. Antoine et Gaston étaient immobiles, sans réaction. Le portail pulsait désormais encore plus intensément, comme s'il était satisfait de la première offrande, mais affamé de plus. La vibration dans l'air augmentait chaque seconde, et je savais que si nous ne quittions pas cet endroit, nous serions également dévorés par cette chose. « Nous devons partir, Charles. »« Maintenant !» criai-je, essayant de le tirer. Mais Charles, avec un sourire perturbant sur le visage, fit un pas vers le portail. Ses yeux brillaient d'une lumière verdâtre, et il murmura quelque chose dans une langue que je n'avais jamais entendue auparavant, une série de mots gutturaux et aliens. Il s'abandonnait, acceptant l'appel de ce que nous ne comprenions pas. La terreur me consuma. Je ne pouvais pas le laisser. Je ne pouvais pas permettre que le même destin nous engloutisse tous. Avec un dernier effort, je courus vers Gaston et Antoine, les tirant loin du portail. Le son autour de nous commença à s'intensifier, une cacophonie de cris lointains et de rugissements d'êtres impossibles. Avec un dernier regard vers Charles, qui était maintenant à quelques pas d'être englouti par le vortex, nous courûmes vers les ombres de la caverne. Et alors que nous fuyions, le son des échos de voix anciennes remplissait chaque coin de l'abîme, nous hantant à chaque pas que nous faisions. La sensation était claire. Nous n'étions plus seuls ici. Et quoi que ce soit qui s'éveillait, il ne se contenterait pas seulement de Charles. La caverne semblait se refermer autour de nous, alors que nous courions. Le son croissant de voix et de rugissements lointains remplissait chaque recoin de la montagne, comme si quelque chose d'immense se réveillait. Les lumières de nos lanternes clignotaient,
rendant le chemin encore plus traître. Mes pas étaient hésitants, et la peur d'être englouti par les ombres rendait chaque respiration pesante. Antoine trébucha, et je le tirai en arrière sans temps pour les mots. Le désespoir que nous ressentions était désormais palpable, presque suffocant, comme si nous étions pourchassés. Nous ne savions pas ce qui se mouvait encore dans les profondeurs autour de nous, mais la sensation d'être observé, évalué, était constante. Gaston, plus en avant, gesticulait frénétiquement vers une ouverture plus petite à notre droite. C'était un passage étroit et irrégulier, une déviation que nous n'avions pas remarquée à la descente. Sans réfléchir, nous y entrâmes, sachant que toute chance d'échapper à cet endroit maudit valait mieux que de rester à la merci du portail et des créatures qui le gardaient. Alors que nous nous glissions à travers la fente, le son des rugissements et des murmures fut étouffé. Mais une étrange sensation de froid nous envahit. C'était différent du froid ordinaire. C'était un froid qui venait de l'intérieur, qui aspirait la chaleur de l'âme. Le passage se resserrait à chaque pas, nous forçant à marcher courbés. L'obscurité semblait plus dense et l'air raréfié. Pourtant nous continuions, guidés uniquement par le besoin désespéré de fuir. Après ce qui sembla être des heures à ramper dans ce tunnel étroit, nous émergâmes enfin dans une autre chambre. Elle était plus petite que la précédente, mais ce qui nous attendait là était encore plus perturbant. Au centre de la salle se trouvait une structure. Quelque chose qui semblait avoir été façonné par des mains anciennes et extraterrestres. C'était une sorte d'autel sculpté directement dans la roche, couvert d'inscriptions qui pulsaient d'une lumière faible, semblable à celle émanant du portail. Au sommet de l'autel, une forme indistincte reposait, recouverte d'une fine couche de glace, comme si elle était là depuis des millénaires, attendant. Antoine fit un pas en avant, mais je le retins, nous rappelant ce qui était arrivé à Paul et Charles. « Ne touche à rien », murmurai-je, mon cœur s'accélérant. L'air dans cette chambre était chargé d'une énergie étrange, une pression invisible qui semblait peser sur nos épaules. Il y avait une présence là, quelque chose d'ancien, qui nous observait avec des yeux invisibles. Je pouvais sentir le poids de son attention, comme si nous étions jugés pour avoir osé pénétrer dans cet espace sacré. « Nous devons trouver une sortie », murmurai-je, essayant d'ignorer l'autel et son aura perturbante. Gaston était plus pâle que jamais, et je pus voir dans ses yeux qu'il ressentait également la présence qui nous entourait. Antoine, en revanche, semblait paralysé, ses yeux fixés sur la forme sur l'autel. Il était hypnotisé, tout comme Paul l'avait été devant le portail. « Antoine, nous devons sortir d'ici », l'appelai-je, mais il ne répondit pas. La lumière de nos lanternes commença à faiblir à nouveau, et un courant d'air glacial passa à travers nous, comme un murmure glacial venant d'un autre monde. Et alors, nous entendîmes un son bas, presque imperceptible, mais indéniable. Une respiration. Ce n'était pas la nôtre. Elle venait de la forme sur l'autel. Je m'approchai lentement d'Antoine, essayant de ne pas faire de mouvements brusques. Le son de la respiration s'intensifiait, accompagnant le pulse des inscriptions sur l'autel. Quelque chose était en train de s'éveiller. C'est alors que la forme sur l'autel se mit à bouger. La forme sur l'autel se déplaça lentement, comme si elle avait été arrachée d'un sommeil profond et prolongé. La glace qui la recouvrait craquait et se fissurait, tombant en petits morceaux autour de la structure, tandis qu'un son de respiration lourde et rauque résonnait dans la chambre. À chaque mouvement, une sensation de danger palpable grandissait dans l'air, comme si quelque chose de terrible était sur le point d'être libéré. Antoine, toujours fasciné, fit un pas en avant, les yeux écarquillés, comme s'il était sous le sort d'une force invisible. J'essayais de l'atteindre, mais mes pieds semblaient lourds, presque enlisés au sol par la pression de l'environnement. « Antoine, non !» criai-je. La voix presque étouffée par l'oppression de cet endroit. Il ne répondit pas. Sa main tremblait alors qu'il tendait le bras vers la forme, attiré par un appel silencieux que seul lui semblait entendre. Lorsque ses doigts étaient à quelques centimètres de la surface gelée, quelque chose en moi savait que, s'il touchait cela, quoi que ce soit emprisonné là serait libéré. C'est à ce moment que la glace recouvrant la créature se brisa complètement. La silhouette sous la glace se leva lentement, révélant une créature humanoïde de stature gigantesque.
mais déformée de manière indescriptible. Sa peau, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, était pâle et rugueuse, couverte de veines sombres qui pulsaient comme si elle portait une énergie étrange et vivante. Ses yeux étaient 2 cavités vides, mais je savais, d'une manière ou d'une autre, qu'elle pouvait nous voir. « Reculez !» ordonnai-je, essayant de tirer Antoine, mais il semblait enraciné sur place, fasciné par cette vision terrifiante. La créature émit un son bas, guttural, qui résonnait contre les murs de la chambre. Ses mains osseuses et disproportionnées se levèrent, et je vis des marques similaires aux inscriptions sur l'autel gravées profondément dans sa peau. Chaque mouvement qu'elle faisait produisait un nouveau son affreux, comme le craquement d'os ancien, et l'air autour de nous commença à vibrer. Antoine, dans un mouvement soudain, toucha enfin la créature. Immédiatement, un cri de douleur échappa de sa bouche, et une énergie lumineuse parcourut son corps, comme s'il était drainé par la créature. Antoine tituba, les yeux vides, sa vitalité étant aspirée par cette chose profane qui semblait se nourrir de son âme. Gaston courut pour essayer de le sauver, mais il était trop tard. En un clin d'œil, Antoine s'effondra au sol, son corps fragile et dépourvu de vie. La créature, maintenant complètement éveillée, se redressa encore plus, comme si elle s'était nourrie de l'essence de notre compagnon, et tourna ses yeux vides vers nous. Nous savions, sans l'ombre d'un doute, que nous devions fuir ou nous serions les prochains. « Cours !» criai-je à Gaston, le tirant par la veste alors que nous essayions de trouver une sortie de cette chambre infernale. La créature commença à se déplacer dans notre direction, ses pas lents mais fermes, résonnant comme des tambours de mort. L'autel brillait intensément et toute la chambre semblait vibrer avec la présence de cette entité, comme si la montagne elle-même était vivante et réagissant à sa libération. Nous trouvâmes une ouverture dans le mur, une fissure étroite qui à peine nous permettait de passer, et nous nous y précipitâmes sans réfléchir. L'air glacial nous coupait la peau alors que nous rampions à travers ce tunnel claustrophobe. Nous pouvions entendre la créature nous suivant, ses pas résonnant de plus en plus près et le son de quelque chose grattant les murs derrière nous. Quand nous émergèrent enfin du tunnel, nous fûmes accueillis par une immensité encore plus déconcertante. Une caverne immense, illuminée par une étrange lumière naturelle qui filtrait par des fissures au plafond. Autour de nous, des structures colossales s'élevaient des profondeurs, des constructions qui défiaient toute logique et architecture humaine, comme si elles étaient le travail d'une civilisation non seulement ancienne, mais extraterrestre. « C'est impossible », murmura Gaston, les yeux écarquillés d'horreur. « Cela ne devrait pas exister. » Et il avait raison. Rien de ce que nous voyions là n'avait de sens. Les formes des constructions, les proportions, tout ici était une violation de la réalité que nous connaissions. Mais il n'y avait pas de temps pour contempler. La créature continuait à nous suivre et nous savions que nous ne pouvions pas nous arrêter. C'est alors que nous aperçûmes quelque chose au centre de la caverne. Une sorte de machine ou d'artefact immense, entouré de colonnes gigantesques qui semblaient faites d'un matériau inconnu. Une énergie pulsait de ce centre, irradiant une sensation de pouvoir indescriptible, comme si le cœur même de cette civilisation oubliée était devant nous. Gaston et moi échangeâmes des regards. Il n'y avait plus de retour en arrière, et aussi terrifiant que cela fût, cette machine semblait être notre seule chance de compréhension. Peut-être de survie. Mais que se passerait-il si nous nous en approchions? La caverne semblait respirer autour de nous, avec ce pulse rythmique venant de la colossale machine au centre. Les structures environnantes, d'un design et d'une proportion extraterrestre, créaient un labyrinthe visuel qui déformait tout sens de la réalité. La créature qui nous poursuivait était trop proche pour hésiter, et nous savions que nous n'avions d'autre choix que de nous rapprocher de l'immense machine. Alors que nous courions, le son des pas de la créature semblait résonner avec plus d'intensité, comme si l'espace lui-même conspirait pour amplifier notre perception du danger. Chaque pas que nous faisions nous plongeait plus profondément dans ce monde inconnu, et chaque respiration était une lutte contre le poids de l'atmosphère oppressante de cet endroit. La pression autour de nous augmentait, comme si la montagne elle-même était vivante,
réagissant à la présence de quelque chose qui n'aurait jamais dû être éveillé. Lorsque nous arrivâmes enfin près de la machine, l'énergie qui en émanait devint encore plus évidente. C'était comme être en présence d'un cœur cosmique, quelque chose qui pulsait au rythme d'air incompréhensible. La surface métallique de la structure était recouverte d'inscriptions, encore plus complexes et intriquées que celles que nous avions vues sur l'autel. Elles scintillaient d'une faible lumière, presque comme si elles étaient vivantes, et leur forme semblait se mouvoir de manière imperceptible sous nos yeux. Gaston étendit sa main tremblante vers la machine, hésitant un moment. « Penses-tu que cela pourrait nous aider ?» demanda-t-il, la voix brisée par la peur et l'épuisement. Je n'avais pas de réponse. Rien dans cette caverne, ni même au cours des semaines d'expédition, ne m'avait préparé à ce que nous étions en train de vivre. Tout ce que nous savions, c'était que nous étions face à quelque chose d'ancien, de puissant, et au-delà de la compréhension humaine. Et d'une certaine manière, nous ressentions que cela était, d'une certaine manière, le noyau de tout. Avant que nous puissions prendre une quelconque décision, l'air autour de nous sembla se courber. Le son familier de la créature qui nous poursuivait remplit la caverne, résonnant entre les colonnes. Elle nous avait rattrapés. La silhouette de la créature émergea des ombres, colossale et terrifiante. Sa forme était une distorsion de la biologie, quelque chose qui ressemblait à une parodie grotesque de la vie. Son corps, couvert de motifs de veines sombres et de rides profondes, émanait une énergie dense et primitive. Ses yeux, ou ce qui devait être des yeux, étaient des trous vides, et sa présence irradiait un pouvoir ancien, comme si elle était l'incarnation même d'une force oubliée par les âges. Dans un dernier acte désespéré, je criai à Gaston. « Fais quelque chose. Active-la si tu peux. » Sans réfléchir, il toucha la surface de la machine et en un instant, les inscriptions brillantes s'illuminèrent avec une intensité surréaliste. La caverne fut baignée par une lumière pulsante qui semblait émaner de l'intérieur même de l'espace. Comme si la machine se connectait à quelque chose au-delà de notre compréhension. La créature s'arrêta. Ses mouvements devinrent hésitants, comme si elle réagissait au changement d'énergie dans l'environnement. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La machine émit un son profond, presque inaudible, qui résonna dans les profondeurs de la caverne. C'était comme le son d'un mécanisme ancien s'activant après des millénaires de silence. Les colonnes autour de nous commencèrent à vibrer et les constructions colossales répondirent à l'appel. Quelque chose était en train d'être éveillé. Gaston me regarda, son expression étant un mélange de peur et de fascination. « Qu'avons-nous fait ?» murmura-t-il, les yeux fixés sur la machine. Avant que je puisse répondre, une vague d'énergie jaillit de la machine, comme une explosion silencieuse qui nous enveloppa complètement. La créature rugit, se retirant dans la douleur, comme si elle était brûlée par cette lumière intense. C'était une vision terrifiante, une entité ancienne, si puissante et incompréhensible, repoussée par une force qui semblait être au-delà de notre compréhension. Mais quelque chose d'encore plus étrange se produisit. La caverne elle-même commença à changer. Les murs rocheux autour de nous commencèrent à briller avec la même lumière qui émanait de la machine. Des formes commencèrent à émerger des surfaces, des figures vaguement humanoïdes, mais déformées, comme des ombres d'une civilisation perdue depuis longtemps. Elles flottaient autour de la caverne, nous observant avec des yeux inexistants, comme si nous étions des intrus dans leur royaume endormi. La créature poussa un dernier rugissement avant de se dissoudre en une masse d'obscurité, étant complètement consumée par l'énergie de la machine. Et ensuite, le silence. Un silence absolu et suffocant. Gaston et moi restâmes là, haletants, absorbant ce qui venait de se passer. La machine continuait à pulser, mais sa lumière était plus douce maintenant, presque apaisante. Les figures spectrales qui étaient émergées des murs commencèrent également à disparaître, retournant au silence éternel de cet endroit. Mais, au fond, nous savions tous les deux que ce n'était pas la fin. Cet endroit, cette machine, nous avait montré seulement une fraction de ce qui se cachait dans les profondeurs. Et bien que nous ayons échappé à la créature, nous savions qu'il y avait beaucoup plus que ce que nos yeux pouvaient comprendre. Quelque chose de terrible, d'ancien et de bien plus grand que nous était encore en jeu.
Je ressentis, à cet instant, que nous étions au bord de quelque chose d'incommensurable, quelque chose que nous n'aurions jamais dû découvrir. La caverne était maintenant plongée dans un silence terrifiant, rompu seulement par le son lointain du pulsar de la machine qui continuait à émettre sa faible et étrange lumière. Nous restions immobiles, incapables de traiter pleinement ce qui venait de se passer. L'air autour de nous semblait plus dense, comme si les forces invisibles qui imprégnaient cet endroit se réorganisaient. Les formes qui s'étaient manifestées sur les murs étaient maintenant au repos, mais la sensation d'être observé ne disparaissait jamais complètement. Gaston recula de quelques pas, les yeux toujours fixés sur la colossale machine qui pulsait comme un cœur cosmique. « Cela n'est pas quelque chose d'humain, murmura-t-il, presque pour lui-même. Cela ne devrait pas être ici, cela ne devrait pas exister. » Je ne pouvais pas contredire cela. Chaque fibre de mon être savait que nous avions violé quelque chose bien au-delà de notre compréhension. Nous nous sentions comme des explorateurs ayant ouvert une porte qui n'aurait jamais dû être touchée. Quoi que ce fût cette chose, elle portait une sensation de malice ancestrale, quelque chose qui était bien au-delà des simples forces naturelles que nous connaissions. J'essayais de me concentrer, écartant la sensation de désespoir qui commençait à m'étouffer. Nous devions trouver une sortie. La caverne s'étendait devant nous dans une immensité sans fin, et la machine au centre semblait à la fois une ancre et une menace, pulsant avec une énergie qui nous tenait en alerte. « Nous devons sortir d'ici, maintenant, » murmurai-je, agrippant le bras de Gaston. « Nous ne pouvons pas rester pour voir ce que cela pourrait encore faire. » Il hocha la tête, encore étourdi, et nous commençâmes à nous éloigner de la machine, essayant de garder notre calme au milieu du chaos mental que cela nous avait causé. Chaque pas semblait nous éloigner de tout espoir de sécurité, comme si nous nous enfoncions dans une réalité qui n'appartenait pas à notre monde. Nous marchâmes en silence un moment, ne sachant pas exactement où nous allions. Les murs de la caverne, autrefois monumentaux et incompréhensibles, semblaient maintenant se refermer sur nous. C'était comme si l'environnement lui-même était conscient de notre présence, surveillant chaque mouvement, attendant notre prochaine décision. C'est alors que j'entendis le son. Faible, au début, presque comme un murmure lointain. C'était comme l'écho d'une voix, ou de plusieurs voix, venant des profondeurs de la caverne. Je m'arrêtai immédiatement, faisant signe à Gaston de faire de même. Il me regarda confus, mais dès que le son devint plus clair, ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, la voix tremblante. « Je ne sais pas » murmurai-je, essayant de localiser l'origine. Le son semblait provenir de toutes les directions en même temps, comme un murmure collectif, un mélange de lamentations et de chuchotements, comme si des centaines d'âmes étaient piégées dans cet endroit. La machine avait réveillé quelque chose au-delà du physique, quelque chose qui nous entourait maintenant, invisible mais indéniablement présent. Le son s'intensifia et je commençais à percevoir des motifs dans les voix, comme s'il y avait une tentative de communication. Ce n'étaient que des fragments de mots, des phrases déconnectées, comme si une langue perdue était parlée par des entités qui peinaient à se souvenir de leur propre existence. Gaston recula, terrifié. « Nous devons partir. » « Avant qu'il ne soit trop tard, » dit-il, la voix presque inaudible. Je n'étais pas en désaccord. La peur en moi grandissait à chaque instant, mais il y avait aussi une curiosité maladive. Quelque chose en moi voulait comprendre, voulait voir jusqu'où ce mystère nous mènerait, malgré l'effroi évident. Mais je savais que le risque était trop grand. Nous avions déjà perdu Antoine, et la créature à laquelle nous avions fait face n'était qu'un pressentiment de ce qui pouvait encore se cacher dans les profondeurs. Nous continuâmes à avancer dans la caverne, maintenant plus attentifs que jamais. Les voix semblaient nous suivre, mais jamais elles ne s'approchaient trop, gardant toujours une distance qui n'alimentait que notre paranoïa. Le chemin devant nous devenait de plus en plus tortueux, et les formations rocheuses prenaient des contours plus bizarres, comme si la structure même de l'endroit se déformait sous l'effet des forces qui avaient été réveillées. Soudain, quelque chose brilla devant nous, une lumière faible mais distincte du reflet de la machine. C'était un éclat métallique, et nous nous approchâmes rapidement.
En nous approchant, nous vîmes ce qui semblait être une petite ouverture, une sorte de portail rudimentaire dans le mur de la caverne, révélant un couloir au-delà. Le métal qui entourait le portail était couvert d'inscriptions familières, les mêmes que nous avions vues sur l'autel et sur la machine. « Je pense que c'est une sortie », dit Gaston avec une pointe d'espoir dans la voix. Mais quelque chose n'allait pas. L'air autour du portail semblait déformé, et une légère vibration en émanait, comme s'il s'agissait davantage d'un piège que d'un passage sûr. « Fais attention », avertis-je, hésitant à nous approcher. Gaston hésita un moment, mais la volonté de s'échapper était trop forte. Il avança vers le portail, la main tendue pour le toucher. Et à ce moment précis, le son de quelque chose de massif, venant des profondeurs de la caverne, nous paralysa. La caverne trembla, le bruit des rochers se déplaçant résonnant dans un rugissement qui semblait venir de partout. Gaston et moi échangions des regards de panique, la sensation que le sol sous nos pieds était sur le point de céder. Les voix qui nous suivaient auparavant s'intensifiaient maintenant, un chœur de chuchotements agonisants, comme si les âmes de la caverne appelaient à l'aide ou nous avertissaient de ce qui approchait. Sans réfléchir, nous commençâmes à courir dans la direction opposée au bruit. Chaque pas est une lutte contre la peur croissante, tandis que la caverne semblait se tordre autour de nous, comme si elle était vivante et consciente de notre présence. Les murs pulsaient d'une énergie inconnue, et les inscriptions qui couvraient les roches brillaient intensément, créant un spectacle lumineux qui aveuglait nos sens. Cependant, la créature que nous avions rencontrée précédemment était proche. Le bruit de ses pas lourds résonnait derrière nous, et nous savions que nous ne pouvions pas nous arrêter. Le tunnel semblait interminable, les bifurcations se multipliant autour de nous, mais l'urgence de fuir nous poussait à avancer, même sans savoir exactement où nous allions. Finalement, nous trouvâmes une nouvelle chambre, une grande salle qui ressemblait à un temple perdu. L'espace était illuminé par une lumière douce émanant d'une structure centrale. Un autel entouré de figures sculptées dans des pierres anciennes. Au centre de l'autel, une inscription brillait d'une lumière pulsante, comme un cœur battant dans l'obscurité. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Gaston, haletant, en regardant l'autel. « Je ne sais pas. » « Mais nous devrions faire attention, » répondis-je, le mettant en garde contre la possibilité d'un piège. Cependant, il n'y avait pas de temps à perdre. Le rugissement de la créature résonnait de plus en plus près et nous savions que nous devions agir rapidement. Gaston s'approcha de l'autel, la curiosité éclipsant sa peur. Les voix qui étaient auparavant des cris se transformèrent en un murmure plus doux, presque comme si la structure essayait de nous communiquer quelque chose. L'autel était couvert de symboles qui semblaient se mouvoir et danser sous la lumière, et, alors que Gaston touchait la surface froide, une vague d'énergie parcourut l'espace. « Qu'as-tu fait » criai-je, mais il était déjà trop tard. La lumière de l'autel s'intensifia et un éclat aveuglant envahit la chambre. Le sol commença à vibrer sous nos pieds et la créature s'arrêta un instant, hésitant, comme si elle était repoussée par une force invisible. Les voix clamaient maintenant, un cri collectif qui résonnait dans les murs. Tout à coup, la silhouette de la créature apparut à l'entrée de la chambre, sa forme grotesque et déformée illuminée par la lumière pulsante de l'autel. Ses yeux vides reflétaient une colère primitive et un rugissement terrifiant remplit l'espace, faisant vibrer l'air. « Nous devons sortir d'ici !» criai-je, tirant Gaston par la manche. Mais il était absorbé, regardant la lumière. « Attends !» dit-il, presque hypnotisé. « Peut-être que cela peut nous aider. » À ce moment-là, les inscriptions sur l'autel commencèrent à briller selon un motif frénétique, et une nouvelle vague d'énergie se répandit dans l'environnement. C'était comme si l'autel lui-même se préparait à libérer quelque chose, une force qui pourrait tout changer. Quoi que ce soit, c'était plus qu'un simple objet. C'était une connexion entre des mondes, un portail qui pourrait nous mener à une nouvelle réalité ou à un destin terrible. Le rugissement de la créature s'intensifia et la caverne commença à trembler encore plus. L'autel était actif et un cycle d'énergie semblait se former autour de nous, comme si l'espace se contractait et s'étendait à un rythme frénétique. Nous savions que nous devions agir rapidement. « Gaston, si tu penses que cela peut nous aider, active-le », ordonnai-je, l'urgence prenant le dessus sur la situation.
Il hésita un moment, mais l'adrénaline le poussa en avant. Il commença à toucher les inscriptions sur l'autel et la lumière s'intensifia encore plus, presque éblouissante. Les voix se transformèrent en un chœur assourdissant et, à mesure que l'énergie se concentrait, la créature commença à avancer, prête à attaquer. C'était maintenant ou jamais. Les inscriptions brillaient d'une intensité terrifiante et la caverne devenait un tourbillon de lumière et de son. Gaston fit un mouvement final et la lumière éclata dans un éclat éblouissant, remplissant la chambre d'une énergie palpable. Puis, tout s'éteignit. La lumière, les voix, la créature, tout disparut en un instant et nous nous retrouvâmes dans une obscurité absolue. L'obscurité ne dura qu'un instant. Et lorsque nous recouvrâmes enfin la vue, nous nous trouvâmes dans un nouvel environnement. Nous étions debout, dans un vaste espace ouvert. Un paysage alien éclairé par une lumière bleutée qui semblait flotter dans l'air. Le ciel était un spectacle de couleurs inconnues, et les formes de vie autour de nous étaient aussi étranges que fascinantes. Je regardais Gaston, et l'expression d'émerveillement et de terreur sur son visage reflétait exactement ce que je ressentais. Il y avait une nouvelle réalité devant nous, mais avec elle, la conscience que, malgré notre évasion de la caverne, nous étions encore dans un monde qui nous était totalement inconnu. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il haletant. « Je ne sais pas, répondis-je, observant autour de moi. Mais nous devons découvrir où nous sommes et comment revenir. » Cependant, il y avait un sentiment que cette nouvelle réalité portait également ses propres secrets et dangers. La caverne n'était pas la fin de notre voyage. C'était seulement le début de quelque chose encore plus profond et terrifiant. La réalité que nous avions éveillée s'étendait désormais devant nous, remplie de mystères que nous devions encore déchiffrer. Au fond, une question persistait dans mon esprit. Que nous attendait encore dans cette nouvelle dimension ? Et à quel prix notre évasion de notre ancienne prison nous avait-elle coûté ? La nouvelle réalité était un vaste désert, avec des formations rocheuses s'élevant comme des colonnes d'un temple oublié, et le ciel pulsait de couleurs iridescentes qui semblaient danser, une aurore permanente illuminant tout autour de nous. C'était beau, mais il y avait quelque chose de profondément troublant dans la sérénité de cet endroit. La sensation d'être observé ne disparut jamais complètement. « Nous devons trouver un moyen de revenir, » dit Gaston, regardant autour de lui, ses yeux écarquillés de peur et de fascination. « Cela ne peut pas être réel. Je ne pouvais pas y croire non plus. L'environnement était si différent de ce que nous connaissions, mais le souvenir de la caverne et de la créature flottait encore dans mon esprit comme une ombre. Je savais que cette expérience nous avait transformés d'une manière que nous ne comprenions pas encore. Nous avancions prudemment, nos pas résonnant dans le silence déconcertant. Chaque son semblait amplifié, comme si le désert lui-même était attentif à nos mouvements. Quelque chose que nous affrontions, il était clair que nous étions loin de chez nous, et que, d'une manière ou d'une autre, nous étions encore connectés à ces forces qui nous avaient poursuivis dans la caverne. Soudain, je vis quelque chose au loin. Une structure, semblable à un monolithe, se dressait à l'horizon, sa surface couverte d'inscriptions qui brillaient avec la même lumière que celle qui émanait de l'autel. C'était un point de référence qui pourrait nous offrir des réponses, ou peut-être nous conduire à un destin encore plus terrible. « Gaston, allons-y », suggérai-je, en pointant vers la formation. Il acquiesça, et nous nous dirigeâmes vers le monolithe, chaque pas lourd d'incertitude sur ce que nous trouverions. À mesure que nous approchions, les inscriptions commencèrent à s'agiter, comme si elles réagissaient à notre présence. Une énergie pulsante émanait de la structure, et je pouvais sentir une connexion avec elle, comme si elle essayait de communiquer avec nous. Lorsque nous arrivâmes suffisamment près, je remarquai que les inscriptions étaient similaires à celles qui ornaient l'autel dans la caverne, mais plus élaborées et intriquées. Elles semblaient raconter une histoire, une narration d'un peuple qui avait existé avant nous. Un peuple qui avait compris les forces qui dépassaient la compréhension humaine. « Que penses-tu que cela signifie ?» demanda Gaston, tandis qu'il analysait les marques. « Je n'en suis pas sûr, mais il semble qu'il savait ce qui se cachait derrière les choses que nous avons trouvées, » répondis-je, en observant la surface. «
Peut-être que c'est la clé pour revenir. La lumière du monolithe augmenta et un sentiment de familiarité m'envahit. Les voix qui auparavant étaient des cris de terreur résonnaient maintenant comme des murmures doux, me guidant. C'était comme si une partie de moi comprenait cela, comme si les réponses que nous cherchions étaient là, attendant d'être révélées. Me concentrant, j'étendis la main et touchai la surface froide du monolithe. Instantanément, une vague d'énergie parcourut mon corps, et les inscriptions commencèrent à briller intensément. Une vision se forma devant moi, un aperçu d'un temps ancien, lorsque l'endroit était habité par des êtres qui dominaient les forces du cosmos. Au milieu de la vision, je réalisais que ces êtres avaient été les gardiens d'une connaissance profonde, un savoir qui transcendait l'existence. Mais il y avait aussi un avertissement, une ombre qui se levait, avertissant des risques de jouer avec des forces qui dépassent la compréhension. C'était cette ambition qui avait causé leur chute, une chute qui résonnait maintenant à travers le temps, nous affectant même nous. « Que vois-tu » demanda Gaston inquiet. « Je vois quelque chose, répondis-je, ma voix tremblante. Un avertissement. Ils ont tenté d'utiliser le pouvoir qui réside ici, mais n'ont pas réussi à le contrôler. Nous devons être prudents. » Mais avant que je puisse approfondir ma vision, l'énergie du monolithe s'intensifia. Les voix se transformèrent en un cri assourdissant, et une force invisible commença à s'agiter autour de nous. La structure commença à trembler, et je savais que nous n'avions pas beaucoup de temps. « Nous devons faire quelque chose !» criai-je. « Nous devons utiliser cela pour revenir. » Gaston, comprenant l'urgence, commença à toucher les inscriptions, tentant de déchiffrer leur signification. L'énergie commença à se concentrer, formant un vortex qui tournait autour de nous, nous attirant vers le centre. La lumière brillante et colorée se transforma en un tourbillon, et la sensation d'être dans deux réalités en même temps nous enveloppa. Les images des voix s'intensifièrent, maintenant un écho de rire, de pleurs, de douleur et de désespoir. C'était l'histoire d'un peuple qui s'était perdu, et leur douleur semblait se mélanger à la nôtre. Quoi que nous ayons éveillé, cela était en train de refaire surface. « Reste avec moi !» criai-je à Gaston, tenant sa main fermement. « Nous allons revenir ensemble. » Le vortex commença à se refermer, et une lumière blanche et éblouissante nous entourait, se mêlant aux couleurs du ciel. Je ressentis une pression intense, comme si quelque chose nous tirait, et la sensation de désintégration commença à nous envelopper. Les voix se transformèrent en un cri assourdissant, et la réalité autour de nous commença à se dissoudre. Puis, dans un dernier moment de clarté, je réalisais que la seule façon de revenir était d'accepter ce que nous avions découvert et les conséquences qui en découleraient. Nous devions nous unir aux voix, accepter que nous faisions partie de cette histoire. Ainsi, je fermais les yeux et laissais la lumière m'envelopper, permettant à l'énergie du monolithe de nous consumer. Le monde autour de nous se désintégra, et en un instant, nous nous retrouvâmes de retour dans la caverne. L'obscurité maintenant imperturbable. Mais quelque chose avait changé. La créature qui nous avait pourchassés n'était plus présente. Le silence régnait désormais, et l'environnement semblait plus calme. Je regardais Gaston, et son expression reflétait la même confusion et le même soulagement que je ressentais. « Nous, avons-nous réussi ?» demanda-t-il, la voix encore tremblante. « Je pense que oui, répondis-je, regardant autour de moi. Mais nous ne pouvons pas oublier ce que nous avons vu. La caverne et tout ce qui l'entoure sont plus qu'un simple lieu. Ce sont un portail entre les mondes. Et si nous ne faisons pas attention, cela peut se reproduire. » Alors que nous parlions, je remarquais que les inscriptions sur le mur brillaient encore faiblement, comme si elles attendaient notre retour. Quoi que nous ayons libéré n'était pas seulement un terreur, c'était une leçon, un avertissement sur les dangers de dépasser les limites de ce que nous connaissons. « Que ferons-nous maintenant ?» demanda Gaston, regardant vers la sortie. « Nous devons raconter ce que nous avons découvert, répondis-je, déterminé. Nous ne pouvons pas laisser cela tomber dans l'oubli. L'histoire de ce qui s'est passé ici doit être racontée, pour que d'autres ne commettent pas les mêmes erreurs. » Nous sortîmes de la caverne avec une nouvelle compréhension, un poids sur nos épaules, mais aussi un sentiment de but. L'expérience nous avait transformés, et nous savions que nous n'étions plus les mêmes.
les voix que nous avions entendues, les visions que nous avions vues, tout faisait partie d'une histoire bien plus grande que nous. Et alors que la lumière du soleil s'infiltrait par l'entrée de la caverne, je réalisais que le voyage n'était pas terminé. Ce n'était que la première partie d'une longue histoire qui se déroulerait au fil du temps. Un cycle de connaissances et d'ignorance, de découvertes et d'oubli. Au fond, nous comprenions que l'horreur véritable ne résidait pas seulement dans la créature qui nous poursuivait, mais dans l'ignorance de ne pas comprendre ce qui habitait réellement dans les ombres, dans les forces qui étaient au-delà de notre contrôle. La caverne, avec tous ses secrets, faisait désormais partie de nous, et nous étions prêts à affronter ce que l'avenir nous réservait. Avec cela, nous avancions, prêts à partager la vérité sur ce qui s'était passé et disposés à faire face aux horreurs et aux merveilles qui nous attendaient. Conscients que ce que nous trouverions ensuite pourrait être encore plus terrifiant que ce que nous avions déjà affronté. Après tout, la connaissance est une lame affûtée et la vérité peut souvent être plus effrayante que l'obscurité elle-même.